Mes parents ont vendu le violoncelle antique de ma fille de 10 ans, celui que ma grand-mère lui avait donné, avec une lettre notariée et tout le reste, pour 17 000 $. Ils ont dépensé chaque centime, pour construire une piscine chez ma sœur. Quand ma grand-mère de 91 ans l'a découvert, elle n'a pas crié. Elle a souri, et a dit, ce violoncelle faisait partie de mon trust. 3 jours plus tard, mes parents ont ouvert une lettre recommandée, et sont devenus tout pâles. Je m'appelle Diana, j'ai 34 ans, je suis assistante juridique, et mère célibataire. Et voici l'histoire de la façon dont ma famille a volé ma fille, et comment une femme de 91 ans leur a appris, que la paperasse frappe bien plus fort que les cris. Si vous regardez ceci, s'il vous plaît, abonnez-vous, et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous ramener à septembre dernier, la semaine où tout s'est effondré. Notre appartement était petit. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine avec une fenêtre qui coinçait, et un salon où chaque meuble avait une histoire, qui se terminait pas, c'était en solde. Nous le louions à ma famille, ou du moins, ce que je croyais être la propriété de ma famille. J'y reviendrai plus tard. Mais la chose qui faisait que cet appartement ressemblait à un foyer, ce n'était pas les meubles. C'était le son. Chaque après-midi, vers 16h15, Lucie s'asseyait près de la fenêtre dans sa chambre, sortait Harriet de son étui, et jouait. Harriet était son violoncelle, un Heinrich Müller de 1923, de fabrication allemande, avec une fissure à peine visible sur la table d'harmonie, qui avait été restaurée dans les années 60. Si vous passiez le bout de votre doigt le long du vernis, vous pouviez sentir où finissait le vieux bois, et où commençait la réparation, comme une cicatrice qui a guéri proprement. Mon arrière-grand-mère, Éléanore, l'avait donné à Lucie quand elle avait 7 ans, lors de son tout premier récital. Éléanore avait joué de ce violoncelle au Carnegie Hall, en 1958. Elle l'avait transporté à travers 2 mariages, un déménagement à travers le pays, et quelques 60 années de vie, et elle l'a mis dans les mains de ma fille, comme si elle lui transmettait un secret. Ce violoncelle vaut plus qu'une voiture, m'a dit Éléanore par la suite. Sa voix était sèche et précise, comme parlent les anciens professeurs de musique. Mais sa vraie valeur, c'est qu'il se souvient de chaque salle de concert, où il est allé. Lucie l'avait nommé Harriet, d'après une compositrice dont elle avait entendu parler à l'école. Elle chuchotait, « Bonjour, Harriet », chaque fois qu'elle ouvrait l'étui, comme si elle réveillait une amie. C'est la chose que mes parents n'ont pas comprise. Ils voyaient 17 000 $ posés dans une chambre. Lucie, elle, voyait sa meilleure amie. Éléanore avait signé une lettre de donation notariée, quand elle a donné le violoncelle à Lucie. Je l'avais numérisé sur mon Google Drive, cette même semaine, et l'original était allé dans le classeur d'Éléanore, chez son avocat. À l'époque, j'ai pensé que c'était juste Éléanore qui était minutieuse. Il s'est avéré, que c'était Éléanore qui était intelligente. Les dîners du dimanche, chez mes parents, étaient une véritable représentation. Mon père, Gérald, s'asseyait en bout de table, comme si c'était un trône. Ma mère, Pamela, servait, souriait, remplissait les verres, et s'assurait que tout le monde la voyait faire. Ma jeune sœur, Kristen, arrivait avec 20 minutes de retard, avec ses jumeaux. 2 garçons de 7 ans, qui couraient à travers la maison comme de petites tornades, et personne ne disait un mot. Le mari de Kristen, Brett, s'installait dans la bonne chaise, celle avec les accoudoirs, et parlait de son trimestre à la concession automobile, comme si quelqu'un en avait quelque chose à faire. Et puis, il y avait Lucie. Ma fille s'asseyait tout au bout, sur une chaise pliante, qu'il gardait dans le garage. La chaise pliante, pour une enfant de 10 ans. J'avais demandé 2 fois, pour avoir une vraie chaise. Pamela a dit, nous n'avons que 6 chaises à table. Diana, ne sois pas difficile. Ce dimanche de septembre, 3 semaines avant que tout n'implose. Kristen se plaignait de l'été. Les garçons deviennent fous, enfermés à l'intérieur. Ils ont besoin d'activités en plein air. Chaque maison de notre rue a une piscine. C'est embarrassant. Pamela hochait la tête, comme si Kristen venait de décrire une crise humanitaire. Tu as raison, ma chérie. Les garçons ont besoin d'espace pour jouer. Gérald a grogné, en signe d'accord. Lucie, assise tranquillement sur sa chaise pliante, a dit, « Grand-père, mon récital est le mois prochain. Je joue le morceau d'Elgar. Plus de violoncelle. » Gérald n'a pas levé les yeux de son assiette.
Pourquoi n'essaies-tu pas un sport, comme tes cousins? Lucie s'est tue. Je l'ai regardée plier sa serviette en un petit carré, comme elle le faisait, quand elle avalait quelque chose de trop gros pour être dit. J'ai changé de sujet. Je changeais toujours de sujet. Ce que je n'ai pas remarqué, ce que j'aurais dû remarquer, c'était Kristen en train d'envoyer des textos, sous la table. J'ai aperçu un éclair de son écran, les mots « entrepreneur pour piscine » et un numéro avec beaucoup de zéros. Je n'y ai rien pensé, sur le moment. J'y repenserai plus tard. La deuxième semaine de septembre, j'ai dû m'envoler pour Seattle, pour le travail. Mon cabinet s'occupait d'un litige immobilier, et l'associé principal avait besoin de moi sur place, pendant 3 jours, pour extraire des titres de propriété, et me coordonner avec le bureau de l'avocat adverse. Ce n'était pas glamour. C'était un Marriott avec cour intérieure, une Nissan de location, et beaucoup de salles de conférence éclairées au néon, mais c'était mon travail, j'y étais doué, et j'avais besoin de ces heures. Lucie avait un camp de musique, cette même semaine. Un stage intensif de 5 jours, dans un collège à l'autre bout de la ville. Il fournissait des instruments de pratique, donc le violoncelle resterait à la maison. J'ai bordé Ariette dans la chambre de Lucie, j'ai fermé l'étui, et j'ai verrouillé sa porte. Pas parce que j'étais inquiète, juste par habitude. On protège les choses qui comptent, sans y penser. Le matin de mon départ, ma mère a appelé. Laisse-moi garder la clé de secours pendant ton absence, juste au cas où il y aurait une urgence. Je la lui ai remise. Pamela a souri. Ce sourire aux lèvres pincées, qu'elle utilise quand elle se montre utile, d'une manière qui ne lui coûte rien. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout sera exactement, là où tu l'as laissé. Ce fut la dernière phrase à consonance honnête, qu'elle m'ait jamais dite. 2 jours après le début de mon voyage, mon père est passé à l'appartement. Je le sais, parce que ma voisine de palier, Madame Okata, l'a mentionné à mon retour, d'un ton désinvolte, comme si ce n'était rien. Oh, ton père est passé mardi, il a dit qu'il vérifiait la tuyauterie. Elle a fait une pause. Il avait un diable avec lui, cependant. Ça m'a semblé beaucoup, pour de la tuyauterie. Gérald était un entrepreneur général à la retraite. Il pouvait ouvrir n'importe quelle serrure, dans n'importe quelle maison construite après 1970, sans transpirer. J'avais toujours considéré cela, comme une anecdote amusante sur mon père. Cela a cessé d'être amusant, très rapidement. Je suis rentré chez moi un jeudi, un jour avant Lucie. J'ai posé mon sac, je me suis versé de l'eau, et j'ai marché vers sa chambre, pour vérifier que tout allait bien. La serrure de sa porte avait été changée. Je suis resté là, la clé à la main, à fixer un tout nouveau pêne dormant en nickel brossé, là où se trouvait l'ancien en laiton. Pendant une seconde, j'ai pensé au gérant de l'immeuble, mais non, c'était l'œuvre de mes parents, l'œuvre de Gérald. J'ai trouvé la clé de secours sur le comptoir de la cuisine, j'ai déverrouillé le nouveau pêne dormant, et j'ai poussé la porte. L'étui du violoncelle était dans son coin habituel, mais quelque chose clochait. Trop léger contre le mur, penché à un angle, que le poids d'Ariette n'aurait jamais permis. J'ai traversé la pièce en 3 pas, je me suis agenouillé, et j'ai dézippé l'étui. Vide. La doublure en velours conservait encore l'empreinte de l'instrument. Une forme fantôme, là où Ariette s'était reposée. L'archet avait disparu. La colophane avait disparu. Le petit chiffon que Lucie utilisait pour essuyer les cordes avait disparu. Tout. Mon cœur a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il ne s'est pas emballé. Il s'est juste arrêté. Un long battement creux, fait de vide, et puis il a redémarré, froidement. J'ai appelé ma mère. Où est le violoncelle de Lucie? La voix de Pamela était légère, répétée. Oh, chérie. Ton père l'a emmené pour l'entretien. Il avait besoin de nouvelles cordes, ou quelque chose comme ça. Quelle boutique? Je ne me souviens pas du nom. Demande à ton père. J'ai appelé Gérald. C'est allé sur la messagerie. J'ai rappelé. Messagerie. J'ai appelé une 3e fois. Messagerie. Le lendemain après-midi, Lucie est rentrée du camp. Elle a laissé tomber son sac à la porte, a couru dans sa chambre, a vu l'étui, a souri, et l'a ouvert. Elle n'a pas pleuré. C'est la partie qui m'a brisé.
Une enfant de 10 ans, debout devant un étui de violoncelle vide, tenant sa main d'archet tendue, comme si elle attendait toujours que la musique commence. « Maman, a-t-elle dit, où est Harriet ?» Je me suis agenouillé devant elle, et j'ai pris ses deux mains. « Je vais le découvrir. Je te le promets. » J'ai appelé Eleanor, ce soir-là. Pas de réponse. Son aide-soignante, Linda, a dit qu'elle était à un rendez-vous médical, et qu'elle rappellerait demain. J'ai appelé Sonia à la place. Quelque chose cloche vraiment, ai-je dit. Et puis, juste avant minuit, j'ai vérifié mes emails, et j'ai vu une notification, du portail de l'assurance habitation. Réclamation numéro 4417. Article de grande valeur retiré des prémices. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à la maison de Kristen. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je ne voulais pas qu'elle ait le temps de répéter. J'ai tourné dans sa rue, et je l'ai vue, avant même de me garer. Une pelleteuse dans la cour, une tranchée de 2 mètres de profondeur creusée dans la pelouse, et 2 gars en casque de chantier, posant des barres d'armature. Une piscine. Ils construisaient une piscine. Brett se tenait au bord de la tranchée, les bras croisés, supervisant, comme s'il avait déjà construit quelque chose dans sa vie. Kristen était appuyée contre la clôture, son téléphone sorti, prenant un selfie avec la construction derrière elle. Elle avait déjà choisi un filtre. Je suis sorti de la voiture. Kristen, qui paie pour ça? Elle a levé les yeux, surprise, puis a repris ses esprits. Ce sourire rapide, typique des Caldwell. Oh, papa et maman. Cadeau d'anniversaire pour les garçons. Combien? Je ne sais pas exactement. Genre 100 000, ou quelque chose comme ça. Je ne me suis pas occupé des détails. 100 000, ou quelque chose comme ça. Elle l'a dit de la façon dont on dirait, quelques centaines de dollars. Comme si ce n'était rien. Comme si ce n'était pas l'avenir de ma fille, qui se trouvait au fond de cette tranchée. Je suis rentré chez moi, et j'ai rappelé mon père. Cette fois, il a décroché. Sa voix était plate, presque ennuyée. Le ton qu'il utilise, quand il a décidé qu'une conversation est en dessous de lui. Diana, calme-toi. Le violoncelle était un atout familial. Je l'ai vendu à un revendeur de Seattle. Cascade Vintage Instruments, 107 000 $. Ta mère et moi avons décidé d'utiliser les fonds pour la famille. Les garçons avaient besoin d'une piscine. Ce violoncelle était à Lucie. Grand-mère Eleanor le lui a donné. Il y a une lettre de donation notariée. Gérald a fait une pause, d'exactement 1 seconde. Alors ta grand-mère a 91 ans. Elle ne se souvient pas de ce qu'elle a signé. Il a raccroché. 107 000 $. Il l'a dit comme s'il lisait un reçu d'épicerie, pas comme s'il venait de voler 3 ans de joie à ma fille, et 60 ans d'héritage à ma grand-mère. Mais il avait fait une erreur. Il m'avait donné le nom du revendeur. 2 jours plus tard, Gérald a convoqué une réunion de famille. Ses mots, pas les miens. Une réunion de famille, comme si nous étions une entreprise, et qu'il était le président du conseil d'administration. Elle s'est tenue chez mes parents, naturellement. Gérald s'est assis en bout de table à manger. Pamela s'est assise à côté de lui, mouchoir déjà en main, préchargé pour la performance. Kristen était là, les bras croisés, la mâchoire serrée, jouant le rôle de la jeune sœur lésée. Brett rôdait près du réfrigérateur, ouvrant une bière, comme si c'était un sport de spectateur. Même tante Diane et oncle Roger avaient été convoqués. La sœur et le beau-frère de Gérald, le public familial. Je suis venu seul. Sonia gardait Lucie. Gérald a ouvert avec sa déclaration finale. Diana prend des proportions démesurées. Le violoncelle était un objet de famille, stocké dans une propriété familiale. Nous avons pris une décision pratique, pour l'utiliser pour quelque chose, qui profite à tous les petits-enfants. Pamela a tamponné ses yeux. Je veux juste les quitter pour tout le monde. Lucie peut apprendre sur un autre instrument. Elle est jeune. Elle s'adaptera. Kristen s'est penchée en avant. Mes garçons n'ont jamais rien reçu de cette famille. Lucie a grand-mère Eleanor enroulée autour de son doigt. Elle a des camps. Elle a des leçons. Ce n'est pas juste. Oncle Roger s'est raclé la gorge. Tante Diane a fixé son assiette.
Personne ne m'a regardé. J'ai laissé la pièce devenir silencieuse. J'ai laissé le silence s'installer, pendant 3 bonnes secondes, assez longtemps pour que tout le monde entende le bourdonnement du réfrigérateur. Puis, j'ai dit, ce violoncelle est éteint don notarié, fait à une mineure. Ce n'est pas une décision familiale. C'est un vol. Le visage de Gérald s'est assombri. Tu veux parler d'avocat? Très bien. Mais n'oublie pas qui possède le toit, au-dessus de ta tête, Diana. Je me suis levé. J'ai pris ma veste. J'ai marché vers la porte. Je m'en souviendrai, ai-je dit. Et vous aussi. Je suis parti. Pas de cris, pas de larmes, pas de scène. J'avais quelque chose de mieux qu'une scène. J'avais un plan. Dans les 48 heures suivant cette réunion, j'ai reçu 11 appels téléphoniques. Pamela avait été occupée. Elle avait appelé chaque parent avec un pouls, et leur avait raconté sa version des faits. Diana menaçait de poursuivre ses propres parents, pour un vieil instrument de musique. Diana était ingrate. Diana déchirait la famille. Tante Diane a envoyé le premier texto. N'embarrasse pas la famille, Diana. Ce n'est pas qui nous sommes. Oncle Roger a suivi. Tes parents t'ont élevé. Ils ont fait des sacrifices. Montre un peu de respect. Une cousine, à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans, m'a envoyé un message sur Facebook. J'ai entendu dire que tu faisais des histoires. Honte à toi. 11 appels, 14 textos. Pas un seul d'entre eux n'a demandé ce qui s'était réellement passé. Pas un seul n'a posé de questions sur Lucie. Sonia est venue ce soir-là. Elle s'est assise à la table de ma cuisine, a fait défiler mon téléphone, et a secoué la tête lentement. Ce n'est pas une famille, a-t-elle dit. C'est un cartel, avec des dîners de Thanksgiving. J'ai ri, même s'il n'y avait rien de drôle. Depuis l'autre pièce, je pouvais entendre Lucie s'exercer. Son école lui avait prêté un violoncelle d'étude, une chose produite en série, avec un tout petit son plat. Rien à voir avec Harriet, mais Lucie en jouait quand même. Des gammes, puis des arpèges, puis une tentative hésitante, du morceau d'Elgar. Elle ne s'est pas plainte. Elle ne se plaignait jamais. C'est ça, le truc avec Lucie. Elle a juste continué. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, pas avec du drame, pas avec un discours, juste un changement silencieux, comme un pen dormant qui tourne. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai navigué vers Google Drive, et j'ai trouvé le fichier lettre-badon-eleanor-banotarié.pdf. Je l'ai ouvert, et j'ai lu chaque mot. Je, Eleanor Marie Whitfield, fais don de manière irrévocable du violoncelle Heinrich Müller de 1923, numéro de série HM 1923-0447, à mon arrière-petite-fille Lucy Ann Caldwell, pour être sa propriété personnelle et exclusive, daté, signé, notarié, tamponné par l'État de l'Oregon. J'ai pris mon téléphone, et j'ai composé le numéro d'Eleanor. Grand-mère, j'ai besoin de te parler du violoncelle, et de la maison. Je devrais vous dire quelque chose, sur la façon dont j'ai grandi, parce que cela explique pourquoi il m'a fallu tant de temps, pour riposter. Quand j'avais 17 ans, j'ai été accepté à l'Université d'État de Portland. Bourse partielle. J'étais fier, la première de ma famille à aller à l'université. Mon père m'a fait asseoir à cette même table à manger, et m'a dit, le fonds pour l'université est pour Kristen. Elle va en avoir besoin. Tu pourras te débrouiller. J'ai fait 2 boulots, pendant 4 ans. J'ai obtenu mon diplôme. J'ai remboursé mes prêts étudiants, sur 9 ans. Kristen est allée au collège communautaire pendant un semestre, a abandonné, et a épousé Brett. Le fonds pour l'université a payé son mariage. Quand mon mariage s'est terminé, Lucie avait 2 ans. J'ai appelé ma mère pour demander de l'aide. Ses premiers mots n'ont pas été « Est-ce que tu vas bien ?» Ce fut « Tu n'as pas pu garder un mari, et maintenant tu veux rentrer à la maison. » Mais 2 semaines plus tard, Pamela m'a rappelé. Elle m'avait trouvé un endroit, une location, m'a-t-elle dit, appartenant à la famille. L'appartement dans lequel Lucie et moi vivions maintenant. Le piège? J'aiderai pour les dîners du dimanche, je conduirai Kristen à ses rendez-vous, et je ferai la comptabilité de Gérald, pendant la saison des impôts. Pas d'accord formel, juste une obligation, déguisée en générosité.
je l'ai fait pendant 4 ans. J'ai tout fait, parce que j'avais peur que si j'arrêtais, Lucie perdrait la seule famille élargie qu'elle avait. J'avais peur que ma fille grandisse, en pensant qu'elle n'avait sa place nulle part. Cette peur m'avait gardée obéissante, pendant longtemps. Mais assise à la table de ma cuisine, ce soir-là, à écouter Lucie jouer sur un violoncelle emprunté, qui sonnait comme une porte moustiquaire, quelque chose s'est fissuré. Pas de façon spectaculaire, silencieusement, comme une micro-fracture dans du vieux bois, le genre que l'on peut sentir, si l'on passe le bout de son doigt le long de la surface. Pamela avait dit que c'était la maison de la famille. Gérald l'avait toujours appelée sa maison. L'un d'eux mentait. Ou peut-être, que les deux le faisaient. J'avais besoin qu'Eleanor me dise la vérité. Eleanor m'a rappelé le lendemain soir, sur FaceTime. Elle était assise dans son fauteuil, celui en velours vert, avec la bordure de clous en laiton, portant un gilet crème, boutonné jusqu'au col. Derrière elle, je pouvais voir le piano droit, et la photo encadrée du Carnegie Hall, 1958. À 91 ans, Eleanor Whitfield s'asseyait toujours avec la posture d'une femme, qui avait passé 50 ans devant un orchestre. « Dis-moi tout », a-t-elle dit. Alors, je l'ai fait. L'étui vide, l'aveu de Gérald, le revendeur, la piscine, la réunion de famille, les 11 appels téléphoniques. Eleanor a écouté, sans m'interrompre. Quand j'ai eu terminé, elle est restée silencieuse pendant 5 secondes. J'ai compté. Puis elle a dit, d'une voix aussi droite qu'un diapason. « Diana, la maison dans laquelle vit ton père. Je ne l'ai jamais transférée à Gérald. Elle est détenue dans le trust de la famille Whitfield. Il est un occupant à titre gracieux. L'acte de propriété est au nom du trust. Il l'a toujours été. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Grand-mère, papa a toujours dit. Gérald dit beaucoup de choses, qui ne sont pas vraies. Il le fait depuis qu'il a 12 ans. Elle a ajusté ses lunettes. Le violoncelle est également lié au trust. Il figure sur l'annexe des actifs. Section 4.2. J'en ai fait don irrévocablement à Lucie, oui, mais la police d'assurance passe par le trust. Le vendre sans ma signature, en tant que fiduciaire, ce n'est pas seulement mal, Diana. C'est un détournement. Cela pourrait être un vol. Je suis restée assise là, dans ma cuisine, l'ordinateur portable toujours ouvert sur la lettre de donation, et j'ai laissé l'information s'installer. 25 ans. Mon père avait vécu dans cette maison pendant 25 ans, avait dit à tout le monde que c'était la sienne, et n'avait jamais regardé l'acte de propriété une seule fois. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. L'expression d'Eleanor n'a pas changé, mais quelque chose dans ses yeux s'est aiguisé, une précision que je reconnaissais, de tous les récitals que je l'avais vu diriger. J'appellerai Marcus demain matin. Tu gardes ces dossiers en sécurité. Et Diana, elle a fait une pause, reste calme. Nous n'avons pas besoin de crier. Nous avons juste besoin, des bonnes signatures. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise à la table de la cuisine, avec mon ordinateur portable, un bloc-notes juridique, et 4 tasses de café. Et j'ai fait, ce que je fais de mieux. J'ai sorti des dossiers. Premièrement, la lettre de donation notariée, déjà sur Google Drive, horodatée, sauvegardée, PDF, validée. Deuxièmement, le texto de Gérald. J'ai fait défiler notre fil de discussion, et je l'ai trouvé. Sa confirmation de la vente, le montant, le nom du revendeur. Cascade Vintage Instruments, 17 000 $. J'ai fait une capture d'écran de chaque message, je les ai sauvegardés avec les dates. Troisièmement, j'ai cherché le nom du revendeur. Cascade Vintage Instruments LLC, basé à Seattle. Leur site web avait une page d'inventaire actuelle, et elle était là. Harriet, listée sous « Violoncelle Heinrich Müller 1923, fabrication allemande, restaurée ». Le prix demandé était de 125 000 $. Gérald l'avait vendue pour 18 000 $ de moins, que ce pourquoi elle était déjà listée. Il n'avait même pas négocié. Il voulait juste l'argent, rapidement. J'ai fait une capture d'écran de l'annonce, avec un horodatage. Quatrièmement, et celui-ci a fait trembler mes mains. Je me suis connecté à l'ancien compte Gmail de la famille, celui que mes parents avaient configuré, des années auparavant, pour les factures partagées et les abonnements. Gérald n'avait jamais changé le mot de passe.
Dans le dossier des messages envoyés, j'ai trouvé la confirmation du virement bancaire, de leur banque. 17 000 $ reçus de Cascade Vintage Instruments LLC, déposés sur le compte courant personnel, de Gerald R. Caldwell. Pas un compte familial, pas un compte de trust, le compte courant de Gerald. Il avait empoché chaque centime, et l'avait ensuite distribué comme bon lui semblait. Je l'ai sauvegardé, je l'ai mis sur disque dur, j'en ai imprimé une copie papier. À 2 heures du matin, j'avais un dossier sur mon bureau, étiqueté reçu. 14 fichiers, chacun d'eux, étant un clou de plus au cercueil. J'ai fermé mon ordinateur portable, et je me suis assise dans la cuisine plongée dans l'obscurité, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur, et la voiture occasionnelle, passant sur la rue mouillée à l'extérieur. L'argent était allé sur le compte de Gerald, mais où était-il allé ensuite? Kristen l'avait-elle reçu directement? Ou Gerald avait-il payé l'entrepreneur lui-même? Je le découvrirai. Mais d'abord, j'avais un autre endroit où chercher. Le Gmail de la famille était un cadeau qui continuait à donner. Je cherchais des relevés bancaires, mais ce que j'ai trouvé était pire, ou meilleur, selon votre point de vue. Dans la boîte de réception, enfouie sous une chaîne de coupons Costco, et de rappel du dentiste, se trouvait un fil de mai entre ma mère et ma sœur. Kristen l'avait commencé. La date était le 3 septembre, 2 jours complets avant mon départ pour Seattle. Maman, le gars du violoncelle a dit qu'il pouvait faire 17 000 $. C'est assez pour la piscine et le patio. Dis à papa de le faire, avant que Diana ne revienne. Pamela avait répondu, 4 heures plus tard. Je m'occuperai de Diana. Elle s'en remettra. Je l'ai lu 3 fois. Puis, je l'ai lu une 4e fois, lentement, mot par mot, parce que j'avais besoin d'être sûr, que je n'imaginais pas des choses. Kristen avait contacté le revendeur, pas Gerald. Kristen. Elle avait obtenu le devis, fait les calculs, et dit à ma mère de faire en sorte que ça se produise, spécifiquement avant mon retour à la maison. Mon père était celui qui était entré dans la chambre de ma fille avec un diable, et avait sorti un instrument de 90 ans, mais ma sœur, était celle qui avait choisi la cible, et fixé le calendrier. Pamela était la couverture, Gerald était les muscles, Kristen était l'architecte. J'ai fait une capture d'écran du fil de discussion, chaque email, chaque horodatage. Je les ai sauvegardés dans le dossier des reçus, juste entre le virement bancaire, et l'annonce du revendeur. 15 fichiers maintenant. J'ai appelé Sonia à 6 heures du matin. Elle a décroché à la 2e sonnerie, parce qu'elle est infirmière, et que les infirmières ne dorment pas vraiment. J'ai tout, ai-je dit. Email, texto, relevé de transfert, l'annonce du revendeur, tout ça. Bien. Et maintenant? Eleanor appelle Marcus Webb ce matin. L'avocat de son trust. Sonia a fait une pause. Diana, tu n'as jamais fait ça auparavant. Tenir tête, de cette façon. Je sais. J'ai regardé dans le couloir, vers la porte de Lucie. Mais personne ne s'en est jamais pris à mon enfant, auparavant. Le bureau de Marcus Webb se trouvait au 4e étage d'un bâtiment en grès, dans le centre-ville de Portland. Le genre de bâtiment, qui sent le vieux papier, le cuir, et l'autorité tranquille. J'étais déjà allé dans des cabinets d'avocats auparavant. J'y travaillais, mais ça, c'était différent. C'était le territoire d'Eleanor. Eleanor est arrivée dans une voiture de ville noire. Elle portait un manteau de laine gris, des boucles d'oreilles en perles, et portait un dossier de 5 cm d'épaisseur. Elle a traversé le hall d'entrée sans s'arrêter, et la réceptionniste a dit « Bonjour, Madame Whitfield ». De la façon dont les gens saluent quelqu'un, qu'ils connaissent depuis des décennies. Marcus Webb avait la cinquantaine, les cheveux argentés, des lunettes à monture fine, le genre d'homme qui donne l'impression de n'avoir jamais élevé la voix de sa vie, et de n'en avoir jamais eu besoin. Il a serré ma main, m'a offert du café, et a étalé les documents sur son bureau, comme un croupier distribuant des cartes. Il a tout examiné, mes reçus, les documents du trust d'Eleanor, la lettre de donation, l'acte de propriété. Puis, il s'est adossé à son fauteuil, et a exposé le plan, en 3 étapes claires. 1. Le violoncelle était un don irrévocable à Lucie, mais il est toujours répertorié sur le tableau d'assurance du trust. Le fait que Gerald l'ait vendu, sans l'autorisation d'Eleanor en tant que fiduciaire, constitue une disposition non autorisée, et un détournement des biens offerts à une mineure.
Nous déposons un rapport de police. 2. Nous envoyons une lettre de mise en demeure, par courrier recommandé. Gérald a 14 jours, pour restituer la totalité des 107 000 $ au trust. S'il ne le fait pas, nous intentons une action au civil. 3. La maison. Il a regardé Eleanor. En tant que fiduciaire, vous avez le droit de révoquer l'occupation à titre gracieux. Selon la loi de l'Oregon, Gérald n'est pas un locataire. C'est un occupant gratuit. Un préavis écrit de 30 jours, et il est tenu de quitter les lieux. Eleanor a hoché la tête, une fois. Elle a pris le stylo que Marcus lui offrait, et a signé chaque document qu'il a placé devant elle. Sa main tremblait légèrement. Elle avait 91 ans, mais sa signature était droite, et sûre. Marcus m'a regardé. Madame Whitfield, vous avez des documents qui tiennent la route, et un dossier très propre. Ils ont une piscine qu'ils ne peuvent pas se payer, et une maison qu'ils ne possèdent pas. Le bureau du shérif du comté de Multnomah sentait la cire pour le sol, et le café brûlé. Je me suis assise sur une chaise en plastique, sous des néons, et j'ai attendu 19 minutes, qu'un adjoint appelle mon nom. J'avais tout apporté. La lettre de donation notariée, les captures d'écran des textos de Gérald, la confirmation du virement bancaire, l'annexe des actifs du trust, et la chaîne de mai entre Kristen et Pamela, tout imprimé, organisé dans un dossier en carton, avec des onglets étiquetés. Les habitudes d'assistante juridique ont la vie dure. L'adjoint, un homme d'une quarantaine d'années au visage calme, nommé Herrera, a écouté sans m'interrompre. Il prenait des notes sur un formulaire. Il a posé des questions que j'avais déjà anticipées. Quand l'instrument a-t-il été retiré? Qui avait accès? Y a-t-il une documentation sur la propriété? J'ai répondu à chacune d'elles. J'ai remis chaque impression. Il a regardé la confirmation du virement bancaire, pendant un long moment. Madame, avec une valeur excédant 1000 $, cela tombe sous le coup de l'ORS 164 055, vol au premier degré. Nous noterons également le détournement de biens, appartenant à une mineure. Vous recevrez un numéro de dossier aujourd'hui. Il m'a tendu une carte, avec le numéro de dossier écrit au dos. Je l'ai remercié. Il n'a pas scié, quand je lui ai dit que les suspects étaient mes parents. Il l'avait probablement déjà entendu auparavant. Cette pensée m'a rendu plus triste, que le rapport lui-même. Je me suis assise dans ma voiture après ça, sur le parking, moteur éteint, les mains sur le volant. La pluie commençait à tomber. Cette fine bruine de Portland, qui ne semble pas grand-chose, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes trempé. Sonia a appelé. Ça va? Je viens de déposer un rapport de police, contre mes parents. Silence. Puis, comment te sens-tu? J'ai regardé la pluie perler sur le pare-brise. Lucie pose des questions sur Harriet, chaque jour sans exception. Elle ne pleure pas à ce sujet. Elle demande, juste. Comme si, en continuant à demander, la réponse allait changer. J'ai tourné la clé. Je vais bien. D'accord. J'ai besoin de faire une pause ici, juste un instant. Avant de continuer, si vous avez déjà vu quelqu'un de votre famille prendre quelque chose qui appartenait à votre enfant, quelque chose qui comptait, je veux entendre votre histoire. Laissez-la dans les commentaires. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur s'abonner, c'est le bon moment, car devinez ce qui s'est passé ensuite? Mes parents n'avaient absolument aucune idée de ce qui se préparait. Continuons. Gérald a découvert l'existence du rapport de police, plus vite que je ne l'espérais. Pamela avait une amie, qui travaillait au centre de répartition du comté. Je ne sais pas ce qui a été dit exactement, ni comment l'information a voyagé, mais à 20 h ce soir-là, mon père se tenait sur mon porche, frappant assez fort pour faire trembler la porte moustiquaire. J'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé la chaîne. Lucie était dans sa chambre, la porte fermée, ses écouteurs sur les oreilles, pratiquant les doigtés sur son violoncelle emprunté. Le visage de Gérald était d'une couleur que je ne lui avais jamais vue, quelque part entre le rouge brique et le gris cendré, comme si son sang n'arrivait pas à se décider, entre bouillir ou se vider. Tu as appelé la police. Pas une question, une affirmation. J'ai déposé un rapport. Il y a une différence. Sur tes propres parents, Diana. Tes propres parents. Sa voix était basse, contrôlée, de la façon dont elle devenait toujours, juste avant que le volume n'augmente.
Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vis dans cette maison, parce que je le permets. Je changerai chaque serrure de ce bâtiment, d'ici demain matin. Toi et Lucie pourrez trouver un autre endroit, où dormir. Je l'ai regardé, à travers l'espace laissé par la chaîne. Il se tenait sur mon porche, comme s'il le possédait, comme s'il l'avait toujours possédé, comme si le sol sous ses pieds était un cadeau qu'il s'était fait à lui-même, et qu'il pouvait reprendre quand il le voulait. Cette maison n'est pas à toi, papa. Ses yeux se sont plissés. Pardon? Tu m'as entendu. J'ai vécu ici pendant 25 ans, et tu n'as jamais regardé l'acte de propriété, une seule fois. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Sa mâchoire travaillait silencieusement, comme un homme mâchant quelque chose, qui ne voulait pas se décomposer. Tu es fini, Diana. Tu m'entends? Fini. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et j'ai glissé la chaîne en place. Depuis la chambre de Lucie, je pouvais entendre le faible son des gammes, sur un minuscule violoncelle. Elle continuait à s'exercer, continuait à avancer. Le truc avec le sentiment d'avoir tous les droits, c'est ça. Ça ne vérifie jamais la paperasse. Ça part juste, du principe que c'est acquis. La contre-attaque de Pamela est arrivée le lendemain matin, et elle est arrivée sur Facebook. Elle a posté à 7h14. Je le sais, parce que j'ai vérifié le redatage plus tard, quand j'ai fait la capture d'écran. La publication était un chef-d'œuvre de manipulation, le genre de choses qu'on devrait enseigner dans les cours de psychologie, comme étude de cas. Le cœur brisé aujourd'hui. Ma fille aînée essaie de poursuivre ses propres parents, pour un meuble. Nous avons tout donné pour élever nos filles, et voilà comment nous sommes remboursés. S'il vous plaît, gardez notre famille dans vos prières. En dessous, elle avait joint une photo de moi à 6 ans, dans une robe d'été jaune, tenant un panier de Pâques. La petite Diana, douce et obéissante, le genre d'enfant qui ne causerait jamais de problème. Les commentaires sont arrivés vite. 312 amis, et apparemment, tous avaient des opinions. Tellement désolé, Pam. Certains enfants n'apprécient tout simplement pas ce qu'ils ont. Je prie pour toi et Gérald. Restez forts. C'est ce qui arrive quand les enfants pensent qu'ils savent mieux que leurs parents. Quelques personnes m'ont identifié. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas corrigé. Je n'ai pas posté ma version de l'histoire. J'ai par contre fait une capture d'écran de l'intégralité de la publication. Chaque commentaire, chaque réaction, chaque horodatage, et je les ai sauvegardés dans le dossier des reçus. 16 fichiers, maintenant. Un meuble. C'est comme ça que Pamela appelait, un violoncelle de 1923, qui avait joué au Carnegie Hall. Un meuble, qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir, sur ce que ma mère valorisait, et ce qu'elle ne valorisait pas. Sonia a appelé après avoir vu la publication. Elle construit un récit. Tu le sais, n'est-ce pas? Sympathie publique, pression privée. C'est un cas d'école. Je sais. Alors, qu'est-ce que tu fais? J'ai regardé l'écran de mon ordinateur portable, où l'email de Marcus Webb trônait dans ma boîte de réception, avec 2 pièces jointes, une lettre de mise en demeure, et un avis d'expulsion de 30 jours. Je laisse le papier faire le travail. Quand? Le courrier recommandé par demain. Le lendemain matin, Marcus Webb est entré dans le bureau de poste du centre-ville de Portland, et a envoyé 2 enveloppes, par courrier recommandé USPS. Accusé de réception demandée. Enveloppe numéro 1, adressée à Gerald R. Caldwell et Pamela S. Caldwell, une lettre de mise en demeure formelle, émanant du trust de la famille Whitfield, exigeant la restitution intégrale de $17 000, dans les 14 jours calendaires. La lettre détaillait la vente non autorisée, citait la donation notariée, faisait référence au tableau des actifs du trust, et stipulait clairement que le non-respect de cette demande entraînerait une action civile pour détournement et enrichissement sans cause. Enveloppe numéro 2, même adresse, un avis d'expulsion de 30 jours. Eleanor Whitfield, en tant que fiduciaire et propriétaire, révoquait l'occupation à titre gracieux de la résidence, à l'adresse que mes parents avaient appelée leur foyer, pendant 25 ans. L'avis citait les statuts révisés de l'Oregon, faisait référence à l'acte de propriété du trust, et leur donnait très exactement 30 jours, à compter de la date de réception, pour se retirer, eux et leurs effets personnels, de la propriété. Une 3e copie a été envoyée à Kristen Caldwell Moore, à sa propre adresse. Un avis formel,
indiquant que le trust réclamait la restitution des fonds provenant de la vente non autorisée, et que toute partie ayant reçu ou bénéficié de ces fonds pourrait faire l'objet de poursuites judiciaires. Marcus m'a envoyé les numéros de suivi par SMS, cet après-midi-là. Je les ai sauvegardés. Ce soir-là, je me suis assise sur le canapé, et j'ai ouvert l'application de suivi de l'USPS. Les 2 enveloppes pour mes parents étaient déjà en transit, se déplaçant à travers le centre de tri de Portland, comme de petites bombes silencieuses. Eleanor m'a appelé, avant de me coucher. Sa voix était calme, comme toujours. C'est fait, a-t-elle dit. Maintenant, on attend. Grand-mère, as-tu des regrets? Elle a gardé le silence pendant un instant. Je regrette d'avoir fait confiance à Gérald, aussi longtemps. Mais je ne regrette pas ça. J'ai rafraîchi l'application de suivi, une dernière fois, avant d'éteindre la lumière. En transit vers la destination. Le lendemain, le statut a changé. Livré. Signé par G. Caldwell. Sonia habitait à 3 rues de la maison de mes parents. Elle ne les espionnait pas. Elle vivait dans ce quartier, depuis bien avant l'arrivée de mes parents. Mais il se trouve qu'elle passait par là en voiture, à 15h17 cet après-midi-là, et elle a vu ce qu'elle a vu. Gérald se tenait devant la boîte aux lettres. Il avait sorti une enveloppe blanche, le genre avec l'autocollant vert de courrier recommandé, et il la lisait juste là, dans le jardin de devant. Sonia a dit que son visage est passé par 3 couleurs, en 10 secondes. Normal, rouge, puis une nuance de pâleur, qu'elle n'avait vue qu'aux urgences. Pamela est sortie par la porte d'entrée. Elle avait dû entendre quelque chose, ou le pressentir, parce qu'elle bougeait déjà vite. Gérald lui a tendu la lettre, sans un mot. Pamela l'a lu en se tenant sur la pelouse, et ses mains se sont mises à trembler si fort, que les pages voletaient dans l'air de l'après-midi. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Le nom de Gérald sur l'écran. Sa voix était différente. Pas autoritaire, pas ennuyée, pas méprisante. Effrayée. Diana, qu'est-ce que ta grand-mère a fait? Cette lettre, elle dit que nous devons quitter la maison. C'est notre maison. Je suis ici depuis 25 ans. L'acte de propriété indique trust de la famille Whitfield, papa. Ça a toujours été la maison de grand-mère. Tu n'as simplement jamais vérifié. Elle est confuse. Elle ne sait pas ce qu'elle. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle a signé chaque document elle-même. Je vais me battre contre ça. Je vais prendre un avocat. Tu devrais. Son numéro est sur la lettre. Marcus Webb. C'est l'avocat de grand-mère depuis 20 ans. Je suis sûr qu'il apprécierait d'avoir de tes nouvelles. Gérald a fait un son que je ne lui avais jamais entendu faire. Quelque chose entre une toux et un gémissement. Le son d'un homme dont le sol vient de se transformer en trappe. Tu vas regretter ça, Diana. Peut-être, mais pas Lucie. J'ai raccroché. J'ai posé mon téléphone face contre la table, et je suis resté très immobile, pendant un long moment, à écouter le silence. Pendant 25 ans, mon père avait dit à tout le monde que c'était sa maison. Il n'avait jamais regardé l'acte de propriété. Le truc avec le sentiment d'avoir tous les droits, c'est que ça ne vérifie pas la paperasse. Gérald a engagé un avocat le lendemain, un avocat spécialisé en droit immobilier, d'un cabinet de l'Oswego. Le genre à $300 de l'heure, payé avec une provision de $3000, que Gérald a pioché dans ce qui restait de l'argent du violoncelle. L'avocat a fait ce que tout avocat compétent ferait. Il a extrait l'acte de propriété des registres du comté de Multnomah, a examiné les documents du trust, que Marcus Webb lui a fournis sur demande, et a fait asseoir Gérald dans une salle de conférence, pour lui annoncer la nouvelle. La maison appartenait au trust de la famille Whitfield. Elle n'avait jamais été transférée à Gérald. Il n'y avait aucun accord d'achat, aucun acte de renonciation, aucune trace d'une quelconque transaction. Gérald y vivait par la grâce de sa grand-mère, et la grâce, comme il s'est avéré, avait une date d'expiration. Gérald a tenté la prescription acquisitive. Son avocat a expliqué que la prescription acquisitive exigeait une utilisation hostile, ouverte, et continue, pendant 10 ans, et que l'occupation de Gérald était à titre gracieux, et non hostile. Vous ne pouvez pas prétendre posséder quelque chose, quand le propriétaire vous a invité à y entrer. Gérald a invoqué la préclusion,
soutenant qu'Eleanor avait attendu trop longtemps pour agir. Son avocat a souligné qu'Eleanor avait agi dans les semaines suivant la découverte de la vente. Pas de retard, pas de préclusion. L'avocat de Gérald lui a donné un seul conseil. Négocier. Vous n'avez pas la qualité pour contester l'expulsion. Concentrez-vous sur la restitution. Voyez si Madame Whitfield acceptera un plan de paiement. Gérald se serait levé de la table de conférence, aurait dit quelque chose que je ne répéterai pas, et aurait quitté le bureau, sans serrer la main. C'était 3000 $ de frais de provision, partis en fumée. De plus, l'entrepreneur pour la piscine avait facturé la phase suivante, 38 000 $ payables à l'achèvement. La piscine qui était déjà construite à 60%, la piscine que le violoncelle de ma fille avait payée. L'argent venait à manquer. L'horloge tournait. Et Gérald n'avait toujours pas remboursé un seul centime. Pamela a fait son mouvement un mardi. Elle s'est présentée chez Eleanor, avec un bouquet de tournesol, et une boîte de biscuits au beurre danois, la même marque qu'elle apportait chaque Noël, avec une régularité d'horloge, et une insincérité, qui avait le même rythme. L'aide à domicile d'Eleanor, Linda, a ouvert la porte, et m'a raconté plus tard, chaque détail. Pamela s'est assise dans le salon, sur le bord du canapé d'Eleanor, s'agrippant au tournesol comme à un bouclier. Eleanor s'est assise en face d'elle, dans le fauteuil en velours vert, et a laissé Pamela parler la première. Grand-mère Eleanor, la famille est en train de s'effondrer. Diana est allée trop loin. Elle a déposé des rapports de police. Elle fait intervenir des avocats. Ça nous détruit. Si tu pouvais juste annuler tout ça, tout redeviendrait normal. S'il te plaît, pour la famille. Eleanor a laissé le silence planer. Elle a versé à Pamela une tasse de thé de la théière que Linda avait préparée. Elle a posé la tasse sur une soucoupe, l'a placée devant Pamela, et a croisé les mains. Pamela, j'ai laissé mon petit-fils vivre dans ma maison, pendant 25 ans, sans facturer un centime. J'ai donné à mon arrière-petite-fille un violoncelle, dont je jouais depuis l'âge de 19 ans. Et toi et Gérald l'avez vendu, pour construire une piscine. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. J'ai lu les emails. Elle a fait une pause. Je sais aussi, que tu es assise dans ma maison, à boire mon thé, et à me demander de pardonner le vol de la possession la plus précieuse d'une enfant de 10 ans, pour que ta famille puisse être à nouveau confortable. La bouche de Pamela s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Eleanor s'est levée, lentement, délibérément, de la façon dont se lève une femme, avec 91 ans d'expérience, quand elle a terminé une conversation. La porte est derrière toi. Marcus te contactera. Pamela est partie. Linda a dit qu'elle pleurait avant même d'avoir atteint sa voiture. Eleanor s'est rassise, a pris son thé, et a bu une gorgée. Puis elle s'est tournée vers Linda, et a dit « Cette femme m'a apporté des biscuits de supermarché. Elle ne s'est même pas donné la peine d'en faire des faits maison. 14 jours. C'était la fenêtre que Marcus leur avait donnée. 14 jours pour restituer 17 000 $. Le 15e jour, Gérald a envoyé un email à Marcus. Une ligne, l'argent a été dépensé. Je n'ai pas 17 000 $. Aucune excuse, aucun plan, aucune reconnaissance du fait que l'argent n'avait jamais été à lui pour le dépenser. Marcus a imprimé l'email, l'a placé dans le dossier, et a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il a intenté une action au civil, devant la cour de circuit du comté de Multnomah. Eleanor Monsieur Whitfield, fiduciaire du trust de la famille Whitfield, contre Gérald R. Caldwell et Pamela S. Caldwell. Chef d'accusation, détournement, enrichissement sans cause, manquement à l'obligation fiduciaire, concernant des actifs associés au trust. J'étais inscrite comme tuteur ad litem, au nom de Lucie. Le tribunal a fixé une date d'audience 6 semaines plus tard, en procédure accélérée, a dit Marcus, parce que les biens d'une mineure étaient impliqués, et que la documentation était exhaustive. Un juge avait examiné le dépôt initial, et avait trouvé suffisamment de fondements, pour accélérer la procédure. Mais avant l'audience, il y avait la question de la signification. Un huissier de justice est arrivé chez mes parents, un jeudi après-midi, à 16h45. Le timing n'était pas accidentel. C'était l'heure où la plupart des voisins se garaient dans leurs allées, prenaient le courrier, promenaient le chien. L'huissier a frappé. Gérald a ouvert la porte.
Gérald Caldwell? Oui. Vous êtes assigné, monsieur. Passez une bonne journée. L'huissier lui a tendu les papiers, s'est retourné, et a marché vers sa voiture. Gérald est resté sur le pas de la porte, tenant une plainte légale à dos bleu, et derrière lui, à travers la porte moustiquaire, le visage de Pamela est apparu, aussi blanc que le rideau qu'elle agrippait. Madame Okata, la voisine, arrosait ses roses. Elle a tout vu. Elle l'a dit à Sonia, et Sonia me l'a dit. Le quartier commençait à parler. L'image de famille que mes parents avaient passé 30 ans à construire, se fissurait de toutes parts. Le tour de Kristen est venu ensuite, et il n'est pas venu de moi, ou d'Eleanor, mais de l'entrepreneur pour la piscine. L'entrepreneur, une entreprise appelée Pacific Edge Pool, avait observé la situation. Les nouvelles voyagent vite dans le bâtiment, et quand le beau-père d'une cliente reçoit une assignation en justice pour 107 000 $, les entrepreneurs font attention. Ils ont appelé Kristen. Madame Moore. Nous avons besoin d'une garantie écrite, pour le solde restant. 38 000 $ payables à l'achèvement. Mes parents s'en occupent. Vos parents sont poursuivis pour 107 000 $. Nous avons besoin que la garantie vienne de vous. Kristen et Brett n'avaient pas 38 000 $. Ils n'en avaient même pas la moitié. Le crédit de Brett était au maximum, à cause du nouveau pick-up qu'il avait acheté en juin, celui qu'il conduisait jusqu'à la concession, où il vendait des voitures qu'il ne pouvait pas s'offrir lui-même. Ils ont essayé une ligne de crédit sur valeur domiciliaire, refusée. Ils ont essayé un prêt personnel, refusé. Pacific Edge Pool a déposé un privilège de constructeur sur la propriété de Kristen, pour le solde impayé. Kristen m'a appelé, et pour la première fois de toute cette épreuve, elle sanglotait. Tu es contente maintenant? La famille est détruite à cause de toi. Ma maison a une hypothèque légale dessus. Brett parle de partir. Es-tu satisfaite? Je l'ai laissé terminer. J'ai attendu, jusqu'à ce que le seul son soit sa respiration. Kristen, tu as envoyé un email à maman le 3 septembre, pour lui dire de vendre le violoncelle de Lucie avant mon retour. Tu as choisi la cible. Tu as fixé le calendrier. Tu as calculé que 107 000 $ couvrirait la piscine et le patio. Silence de mort. Tout ce qui t'arrive en ce moment, a commencé avec cet email. Pas avec moi. Elle a raccroché. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni culpabilité. Juste la sensation claire, et plate, d'un grand livre de comptes, en train d'être équilibré. Une semaine plus tard, Brett Moore a demandé la séparation légale. Il ne voulait pas faire partie de la dette. Très bien, nous arrivons à la partie que tout le monde attendait. Mais avant d'y venir, si cette histoire résonne avec vous, vous n'êtes pas seul. Cliquez sur le bouton j'aime, pour que d'autres personnes puissent la trouver, et partagez-la avec quelqu'un, qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Restez avec nous, car la scène du tribunal arrive. Le visage de mon père, a été quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est parti. Palais de justice du comté de Multnomah, 3e étage, salle d'audience 3B. Ça sentait le vieux bois, et l'air recyclé, et les plafonniers donnaient à tout une teinte légèrement jaune, comme une photographie, qui est restée trop longtemps dans un tiroir. Je me suis assise sur le côté gauche, à côté de Marcus Webb. Eleanor était assise à côté de moi, le dos droit, les mains croisées sur son manteau de laine gris. Elle avait l'air d'avoir été assise dans des salles d'audience, depuis avant même la construction du bâtiment. Sonia était 2 rangées derrière nous, là parce que je lui avais demandé d'y être, et parce qu'elle avait dit, tu ne fais pas ça, sans soutien. Gérald et Pamela sont entrés par la droite. Gérald portait un blazer qui ne lui allait plus très bien, quelque chose qu'il avait sorti du fond d'un placard. Pamela serrait un mouchoir. Leur avocat, un homme plus jeune que je ne reconnaissais pas, portait un dossier mince. Mince, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à mettre dedans. Kristen n'était pas là. Elle n'était pas une défenderesse nommée. Ou peut-être qu'elle ne pouvait tout simplement pas y faire face. L'avocat de Gérald a présenté ses arguments. Prescription acquisitive, refusée. Le tribunal a noté l'occupation à titre gracieux. Préclusion, refusée. Eleanor avait agi en quelques semaines. Puis, il a tenté le cadeau familial, affirmant que le violoncelle était un bien commun de la famille, et non à Lucie.
Marcus s'est levé. Il a présenté la lettre de donation notariée. L'annexe des actifs du trust, section 4.2. La confirmation du virement bancaire. La chaîne de mai entre Kristen et Pamela, horodatée, authentifiée. Le rapport de police. Et enfin, la publication Facebook de Pamela, appelant un violoncelle de 1923, ayant joué au Carnegie Hall, un meuble. Il a posé chaque document sur la table, comme s'il distribuait une main, que personne ne pouvait battre. La juge, une femme dans la soixantaine avec des lunettes de lecture sur une chaîne, s'est tournée vers Gérald. « Monsieur Caldwell, aviez-vous l'autorisation de la fiduciaire, pour vendre cet instrument ?» Gérald s'est redressé sur sa chaise. « C'était dans ma maison. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » La salle d'audience est devenue silencieuse. Gérald a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La juge a retiré ses lunettes. « J'en ai assez vu. Je vais rendre ma décision. » La lecture de la décision a pris 4 minutes. Cela a semblé durer 4 heures. La juge a remis ses lunettes, et a parlé sans inflexion. De la façon dont les gens le font, quand les faits sont si clairs, que l'émotion serait superflue. Le tribunal statue en faveur du plaignant. Les preuves établissent que le violoncelle Heinrich Müller de 1923 a été irrévocablement offert à l'enfant mineur, Lucy Caldwell, et que la vente de cet instrument a été effectuée sans l'autorisation de la fiduciaire. Ou le consentement du tuteur légal de l'enfant. Elle a tourné une page. Gérald et Pamela Caldwell ont l'ordre de verser une restitution intégrale de $17 000 au trust de la famille Whitfield. S'ils sont incapables de payer en totalité, un plan de remboursement structuré sera établi, sous peine de saisie sur salaire, si les paiements ne sont pas maintenus. Une autre page. L'avis d'expulsion de 30 jours, émis par la fiduciaire, est maintenu. Les intimés ont 30 jours calendaires, à compter de la date d'aujourd'hui, pour se retirer, eux et leurs biens personnels, de la résidence. Elle a regardé par-dessus ses lunettes, vers Gérald. De plus, le tribunal note que le revendeur d'instruments anciens, Cascade Vintage Instruments, est sommé de coopérer au retour du violoncelle, en attendant les arrangements financiers, entre le trust et le revendeur. Gérald s'est levé, sa chaise a raclé le sol. C'est ma maison. J'y ai vécu pendant 25. Monsieur Caldwell. La voix de la juge ne s'est pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. L'acte de propriété dit le contraire. Asseyez-vous. Il s'est assis. Ses mains agrippaient le bord de la table, si fort que ses jointures ont blanchi. Pamela pleurait dans son mouchoir, doucement, mécaniquement, comme un robinet que quelqu'un aurait oublié de fermer. J'ai regardé Eleanor. Elle ne souriait pas exactement, mais il y avait quelque chose sur son visage, une immobilité, un apaisement, comme un accord qui s'était enfin résolu. Elle a tendu la main, et a pris la mienne. Ses doigts étaient fins, et chauds. « Tu as fait ce qu'il fallait » a-t-elle chuchoté. Le marteau est tombé une fois, un seul son net, qui a résonné sur les murs lambrissés, et s'est installé dans le silence, comme un point, à la fin d'une très longue phrase. 30 jours plus tard, un camion U-Haul a reculé dans l'allée de la maison de Bearwood Lane, la maison que mon père avait appelée sienne, pendant un quart de siècle. Je n'étais pas là. Je n'y suis pas allé pour regarder. J'avais pris cette décision très tôt. Ce n'était pas un tour d'honneur. C'était une correction. Sonia est passée devant en allant au travail, et m'a raconté ce qu'elle a vu. Gérald chargeant des cartons en silence. Pas en colère, ne criant pas, bougeant juste avec le rythme lourd, et mécanique, d'un homme qui n'avait plus d'arguments. Pamela portant une lampe par la porte d'entrée, ne regardant personne, pas même Gérald. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres, à Gresham. La sœur de Pamela les avait aidés à le trouver. Le loyer était de 1400 par mois, plus que ce que Gérald n'avait payé au total, en 25 ans de vie gratuite, dans la maison d'Eleanor. 2 semaines après le déménagement, Marcus a envoyé à la famille, tante Diane, oncle Roger, les cousins, un résumé d'une page de l'affaire, à la demande d'Eleanor. Pas pour humilier. Pour corriger le récit. Le résumé était factuel. L'acte du trust, la vente non autorisée, l'ordonnance de restitution, l'expulsion. Pas d'éditorial, pas d'opinion, juste du papier. Les appels téléphoniques ont cessé. Tous.
Tante Diane ne m'a plus jamais envoyé de texto. Oncle Roger est devenu silencieux. La cousine qui m'avait envoyé honte à toi, a supprimé son commentaire Facebook. Je le sais, parce que la notification est arrivée à 2 heures du matin, l'heure où la culpabilité a tendance à trouver les gens. Le premier paiement de restitution est arrivé sur le compte du trust, 3 semaines après la décision, $2500 de Gerald Caldwell. C'était automatique, mis en place par le tribunal. Solde restant total, $14,500. À 2,500 cents par mois, il faudrait environ 43 mois, pour rembourser intégralement. Gerald aurait 65 ans, au moment où il finirait de payer pour une piscine, qu'il avait construite avec l'héritage volé de sa petite fille. J'ai essayé de ne pas y penser, autrement que comme à des mathématiques. C'était un mercredi, fin octobre, quand Marcus a appelé, et a dit, c'est fait. Vous pouvez venir la chercher. Le violoncelle. Cascade Vintage Instruments avait coopéré pleinement, une fois l'ordonnance du tribunal présentée. Ils ont retourné l'instrument au bureau de Marcus, et Eleanor a avancé le remboursement depuis le fonds du trust, le même fonds que Gerald allait devoir rembourser, pendant les 3 années et demie à venir. J'ai conduit jusqu'au centre-ville seul. Marcus avait l'étui, qui m'attendait sur sa table de conférence. Je l'ai déverrouillé, et j'ai replié le couvercle. Et elle était là. Harriet. Le Heinrich Müller de 1923, avec la fissure restaurée sur la table d'harmonie. Le même vernis ambré chaud, la légère odeur de vieux bois et de colophane, qui selon Lucie, sentait comme une bibliothèque, qui joue de la musique. J'ai passé mon pouce sur les cordes. Elles ont bourdonné, bas et profond, comme sonne une voix, lorsqu'elle a retenu son souffle. J'ai conduit jusqu'à la maison, avec l'étui attaché sur le siège passager, ce qui est exactement aussi ridicule que ça en a l'air, mais je m'en fichais. Je me suis garé, je l'ai porté à l'intérieur, et je l'ai posé dans le coin de la chambre de Lucie. Le même coin, le même angle, comme s'il n'était jamais parti. Lucie est rentrée de l'école à 15h40. Elle a laissé tomber son sac à dos à la porte, a marché jusqu'à sa chambre, et s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte. Elle n'a pas couru, elle n'a pas crié. Elle a marché vers l'étui lentement, s'est agenouillée, et l'a dézippé. Elle a regardé le violoncelle pendant un long moment, vérifiant peut-être pour s'assurer qu'il était réel. Puis elle a tendu la main, et a touché le manche, juste là où le vernis était le plus épais. « Salut, Harriet » a-t-elle chuchoté. Je me tenais dans le couloir, une main sur le cadre de la porte, et j'ai pleuré. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire. Juste doucement. De la façon dont on pleure, quand quelque chose qui a été pris, a été rendu, et qu'on réalise, à quel point on s'était efforcé de tenir le coup. Ma fille n'a pas demandé où Harriet avait été. Elle a juste commencé à l'accorder. Ce soir-là, après que Lucie se soit endormie, je me suis assise à la table de la cuisine, et j'ai rédigé un email. Je l'ai envoyé à 3 adresses, Gerald, Pamela, et Kristen. C'était court. J'avais passé des années, à me justifier de manière excessive, auprès de personnes qui n'écoutaient jamais. Cette fois, j'ai laissé les mots être petits, et définitifs. Avec effet immédiat, j'établis des limites de non-contact. Toute communication concernant la restitution passera par le bureau de Marcus Webb. Ne me contactez pas, ni Lucie, directement. Je vous souhaite le meilleur, mais j'ai besoin de protéger ma fille et moi-même. Gerald a répondu dans l'heure, une seule phrase. Tu vas le regretter. Je n'ai pas répondu. Pamela a envoyé 6 emails, au cours des 3 jours suivants. De longs messages sinueux, pleins de citations bibliques, de souvenirs d'enfance, et de phrases qui commençaient par « Après tout ce que nous avons fait pour toi ». Je n'en ai ouvert aucun. Je les ai transférés à Marcus, non ouverts, et je lui ai demandé de signaler tout ce qui était juridiquement pertinent. Kristen a envoyé un texto, 4 jours plus tard. Je suis désolé. Je l'ai lu. Je l'ai digéré. Je n'ai pas répondu. Pas par cruauté, mais par honnêteté. Je n'étais pas prête à pardonner. Et je n'allais pas faire semblant de l'être. Peut-être un jour, peut-être pas. C'était mon droit. Le samedi suivant, je suis allé à la quincaillerie sur Burnside, et j'ai acheté un nouveau pen dormant, un schlage en nickel brossé, haut de gamme. Je l'ai installé moi-même. Je n'étais pas aussi doué pour ça que Gerald,
l'entrepreneur, mais ça verrouillait, et c'était suffisant. 2 clés. Une pour moi, une pour Lucie. Personne d'autre. Ce soir-là, je me suis tenu devant la porte d'entrée, et j'ai testé la serrure 3 fois. À chaque clic, quelque chose en moi s'apaisait, un peu plus profondément. La famille n'est pas une dette dont on hérite. Et une porte verrouillée, n'est pas cruelle. C'est une frontière. 3 mois après la décision, les samedis après-midi sont devenus les nôtres. Chaque semaine, Lucie et moi conduisions chez Eleanor, un bungalow de style craftsman, dans une rue bordée d'arbres, au sud-est de Portland. Avec un porche qui s'affaissait juste comme il faut, et un jardin, qu'Eleanor supervisait toujours depuis sa fenêtre. Linda nous laissait entrer, et Eleanor attendait dans la salle de musique. Un petit espace baigné de soleil, à l'arrière de la maison, où le piano droit cohabitait avec 60 ans de programmes de concerts encadrés, et un métronome qui tic-taquait encore, comme un battement de cœur. Lucie installait Harriet. Eleanor ouvrait le piano. Et pendant 1 heure, parfois 2, la maison se remplissait de musique. Le violoncelle et le piano s'enroulant l'un autour de l'autre, comme le font 2 voix, lorsqu'elles connaissent les mêmes chansons depuis très longtemps. Eleanor apprenait à Lucie la technique de vibrato qu'elle avait apprise de son propre professeur à la Juilliard en 1952. Ça vient du bras, disait-elle, en plaçant sa main fine sur le poignet de Lucie. Pas le doigt. Le doigt suit. Le bras décide. Lucie écoutait, avec la concentration d'une enfant qui comprenait qu'elle recevait quelque chose qui ne pouvait être ni acheté, ni vendu. Un samedi, Eleanor lui a dit « Tu gardes ce violoncelle, Lucie. Mais plus important encore, tu gardes la musique. Personne ne peut prendre ça. Jamais. » Lucie a hoché la tête, son archet reposant sur les cordes, et a dit « Je sais, grand-mère Eleanor. » Je m'asseyais dans le fauteuil dans le coin, le même fauteuil en velours vert, où Eleanor s'était assise, quand elle avait congédié Pamela. Et je buvais du thé, et j'écoutais. Parfois, je fermais les yeux, et je laissais la musique remplir la pièce, comme de l'eau chaude. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de devoir soutenir quoi que ce soit. Pas d'obligation, pas de performance, pas de chaise pliante. Juste de la musique, et du thé, et le genre de calme qui vient, après que vous ayez enfin cessé de tolérer le bruit. En novembre, j'ai commencé une thérapie. C'était la première fois que je m'asseyais en face d'un professionnel, et que je parlais de ma famille, sans leur chercher d'excuses. Elle s'appelait Dr Langford. Et lors de notre 2e séance, elle a dit quelque chose que je porte toujours en moi. Diana, fixer une limite n'est pas une trahison. C'est la première chose honnête que vous ayez faite, dans une famille, qui récompensait la malhonnêteté. J'ai médité là-dessus, pendant longtemps. Voici où en étaient les choses, 5 mois après la décision du tribunal. Gérald avait payé $12,500 au trust, 5 paiements mensuels de $2,500. Il lui restait $94,500 à payer. Lui et Pamela vivaient dans l'appartement de Gresham, et du peu que j'en entendais par Sonia, il restait entre eux. Gérald avait pris un emploi de consultant à temps partiel, dans une petite entreprise de construction. Pamela était bénévole, dans la friperie d'une église. Ils étaient calmes. Que ce soit de la paix, ou juste de l'épuisement, je ne saurais le dire. La maison de Kristen a été vendue en janvier. L'hypothèque de constructeur, plus les frais d'avocat de Brett pour la séparation, ont englouti la majeure partie de la valeur nette. La piscine dans le jardin était terminée à 60%. Une coque en béton, sans carrelage, sans eau, sans but. Les photos de l'annonce immobilière la montraient recouverte d'une bâche bleue, comme une blessure, que quelqu'un aurait pensé, avant de s'éloigner. Kristen a emménagé dans une location, avec les jumeaux. Brett a déménagé à Bend. La maison d'Eleanor, celle de Beerwood-Lan, est restée vide pendant 1 mois, après le départ de Gérald. Puis, Eleanor nous l'a offerte, à moi et à Lucie. $1 par mois. Elle est toujours dans le trust, a-t-elle dit. Mais il devrait y avoir quelqu'un pour y jouer de la musique. Lucie a été acceptée, dans l'orchestre symphonique des jeunes de Portland, en octobre. Elle était la plus jeune violoncelliste de l'ensemble. Son morceau d'audition était le concerto pour violoncelle d'Elgar, le même morceau qu'Eleanor avait joué, au Carnegie Hall en 1958.
J'ai regardé Notre Vie, la thérapie, la maison, l'orchestre, les samedis après-midi tranquilles, et j'ai pensé, je n'ai pas perdu ma famille. J'ai perdu la version de la famille, qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Ce que j'ai gardé, était bien meilleur. Décembre. Récital d'hiver de l'Orchestre symphonique des jeunes de Portland. Salle de concert Arlen Schnitzer. Le hall d'entrée sentait la laine mouillée, le parfum, et l'électricité si particulière, d'une salle remplie de parents essayant de trouver leur place. J'étais dans la rangée 5, section centrale. Eleanor était assise à ma gauche, portant son manteau de laine gris, et les boucles d'oreilles en perles, qu'elle avait depuis les années 60. Sa posture était immaculée. Sonia était à ma droite, enregistrant déjà sur son téléphone, même si les lumières ne s'étaient pas encore tamisées. La salle a été plongée dans le noir. Les lumières de la scène se sont allumées, d'un ambre chaud, la même couleur que le vernis de Harriet. Lucie est sortie des coulisses. Elle portait une robe noire, que nous avions choisie ensemble, dans une friperie sur Hawthorne. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle tenait le violoncelle par le manche, avec précaution. De la façon dont on porte quelque chose, qui est à la fois fragile et incassable. Et elle s'est assise, a ajusté la pique, et a placé l'archet sur les cordes. Elle n'avait pas l'air nerveuse. Elle avait l'air prête. Le chef d'orchestre a levé sa baguette. L'orchestre a inspiré, et Lucie a commencé à jouer le concerto pour violoncelle d'Elgar, premier mouvement. Le même morceau qu'Eleanor avait joué au Carnegie Hall en 1958, sur le même instrument, 66 ans d'écart. Le son a rempli la salle, profond, et chaud, et poignant, de la façon dont un violoncelle sonne toujours, quand il vous raconte quelque chose, que les mots ne peuvent pas atteindre. J'ai fermé les yeux. Je l'ai laissé m'envahir. Chaque dispute, chaque document, chaque appel téléphonique, chaque porte verrouillée, et j'ai laissé tout cela devenir silencieux. Eleanor a tendu la main, et a pris la mienne. Elle l'a serrée une fois. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. La musique a pris fin. La salle a explosé. 800 personnes applaudissant, mais le son dont je me souviendrai le plus, c'est celui juste avant. La dernière note suspendue dans l'air, comme une respiration retenue, avant que Lucie ne baisse son archet, et ne sourit. Pas le sourire d'une artiste, le sourire d'une enfant. Le sourire d'une enfant de 10 ans, qui sait qu'elle est en sécurité. Je me suis assise là, enfin apaisée. Pas parce que le combat était terminé, mais parce que les bonnes personnes étaient dans les bons sièges. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la toute fin. Si l'histoire de Diana vous a rappelé que fixer des limites, même avec les personnes qui vous ont élevé, n'est pas une trahison, mais une question de survie, alors donnez un j'aime à cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et regardez dans la description ci-dessous. Pour une autre histoire, à propos d'une maman qui a découvert que sa famille lui avait caché une maison pendant 15 ans. On se voit dans la prochaine. Restez en sécurité, protégez les vôtres, et rappelez-vous, vous ne devez votre paix à personne. Où que cette histoire vous mène, j'espère que vous garderez ceci avec vous. Protéger votre enfant, ce n'est jamais faire des drames. Parfois, la chose la plus silencieuse que vous faites, est la plus forte. Et une porte verrouillée, n'est pas cruelle.